Je vais vous présenter ce que j'ai pu faire pendant mon stage. Encadré par Daniel Ménard, j'ai travaillé sur l'implémentation GPU d'un CNN, donc du fameux CNN d'Alexandre dont Cédric a pu vous parler. Euh, donc pour ce qui est du déroulement de la présentation, dans un premier temps, je vais présenter rapidement le CNN d'Alexandre, même si Cédric l'a un petit peu fait. Je vais vous parler des objectifs qu'on s'était fixés au début du stage. Dans un troisième temps, je vais vous parler des premiers relevés de performance que j'ai faits sur le CPU en utilisant deux frameworks différents, du coup TensorFlow et FrugalyDeep. Dans un quatrième temps, je vais vous parler de mon choix de version de TensorFlow et CUDA pour trouver un truc qui fonctionne à peu près. En 5, je vais vous présenter l'outil TensorRT, du coup, c'est l'outil d'optimisation qu'on a décidé d'explorer pour essayer d'améliorer les performances du CNN. Je vous parlerai des résultats finaux et puis des perspectives pour la suite. Donc, pour commencer, le CNN d'Alexandre, c'est un CNN qui s'inclut dans l'encodeur VVC et qui a pour but de réduire la complexité. L'idée étant de découper une image d'entrée en plusieurs coding units ou CPU, comme Cédric a déjà pu vous l'expliquer, puis de prédire les probabilités des différentes bordures pour la décomposition. Euh, et donc, à partir de ces probabilités, derrière, il y a une classification sous forme d'un arbre de décision qui est faite afin d'éliminer au moins deux des six splits possibles. Et tout ça afin d'éviter que l'encodeur teste des combinaisons qui, au final, ne sont pas fructueuses. Donc moi, j'ai travaillé sur le CNN d'Alexandre qui prenait en entrée des CU de taille 68 par 68. L'idée étant d'essayer d'évaluer jusqu'à quel temps d'exécution et quelle performance on peut essayer d'obtenir avec ce CNN-là. Donc, pour les objectifs de l'étude, comme j'ai dit, il s'agit dans un premier temps de réaliser les inférences du CNN sur CPU afin de relever les temps d'exécution et la charge du CPU pendant la prédiction. Donc, j'utilise les méthodes entraînées, les modèles entraînés que m'a fourni Alexandre, du coup. Donc, le modèle Keras TensorFlow en format H5 et le modèle, on va dire, exploitable C++ en format JSON. Donc, l'idée étant d'utiliser TensorFlow sous Python et puis FrugalyDeep comme environnement C++ afin de comparer les performances. Donc là, j'ai répertorié un peu les différences qu'on a entre FrugalyDeep et TensorFlow. Donc là, dans ce cas-là, les deux travaillent sur CPU. Donc FrugalyDeep, il réalise toujours la prédiction sur un seul cœur de CPU. Mais par contre, il peut lancer plusieurs prédictions en parallèle. Et il utilise 100% des ressources du CPU. Donc pour les tests que j'ai fait avec mon processeur, donc c'est un processeur 2,5 GHz, j'ai obtenu environ 153 millisecondes par traitement CPU. Je reviendrai sur ces chiffres juste après. Euh, TensorFlow, du coup, différemment à FrugalyDeep, il essaye de réaliser la prédiction sur tous les cœurs de CPU. Donc, moi, dans mon cas, il utilise tous les cœurs, ou plutôt tous les threads en même temps. Il utilise à peu près 20% des ressources. Par contre, la particularité de TensorFlow, c'est que il est bien plus compliqué d'utiliser un jeu d'instructions qui exploite les instructions de vectorisation pour les derniers CPU. Donc, les instructions du jeu AVX2 notamment et FMA. Donc, pareil, là, j'ai fait des relevés sur 4 CPU différents. L'idée, c'était de vérifier que le temps de traitement d'une CPU était bien, on va dire, proportionnel à la fréquence d'un cœur, ce qui est le cas. Euh, et pour FrugalyDeep, je trouvais que les résultats étaient un peu étranges. Du coup, j'ai essayé d'utiliser l'optimisation du compilateur. Donc là, dans le tableau qui est juste à droite, on peut voir les différents résultats avec les différents niveaux d'optimisation. Et j'ai également du coup activé le jeu d'instructions compatible avec mon CPU, donc en utilisant le flag -marche égale native. Ça permet de sélectionner le jeu d'instructions le plus récent pour mon CPU et d'utiliser les instructions AVX2 et FMA.
de manière globale, ce qu'on peut voir, c'est activer le jeu d'instruction le plus adapté au CPU, augmente le débit d'environ 50%. Et ce qui permet au final, avec une optimisation du compilateur maximum, plus l'activation du jeu d'instruction adapté au CPU, d'atteindre des performances qui sont meilleures que TensorFlow, qui pourtant exploite tous les cœurs. Voilà, donc dans un deuxième temps, l'idée c'est de tester le modèle Keras sur TensorFlow, mais en exploitant le GPU ce coup-ci. Donc, pour que TensorFlow puisse exploiter le GPU, il faut obligatoirement avoir installé au moins 3 outils. Donc, premièrement, CUDA, ou plutôt CUDA Toolkit. C'est un ensemble d'outils qui permettent de développer des applications destinées à tourner sur GPU. Donc, il comprend notamment le compilateur NVCC et puis le runtime d'exécution CUDA, qui permet de travailler sur GPU. Il faut également installer la librairie NVIDIA CUDA Deep Neural Network, donc QDNN. C'est une librairie avec des primitives, on va dire, accélérées pour le GPU, adaptées pour les réseaux de neurones, adaptées pour les réseaux de neurones, tout simplement, et qui contient des routines très bas de niveau, proches du matériel, qui sont fréquemment utilisées dans les réseaux de neurones afin d'obtenir les meilleures performances. Et puis enfin, bien sûr, il y a le driver NVIDIA qui permet de communiquer avec la carte graphique et de l'exploiter à son plein potentiel. Donc pour tout ça, il faut choisir les bons couples, les bonnes versions pour avoir un résultat fonctionnel. Donc j'ai fait des tests avec plein de versions différentes parce que je me suis aperçu que la version de CUDA était assez décisif pour les performances obtenues. Donc, comme on peut voir, d'abord, je suis parti des versions récentes et en fait, j'ai rétrogradé petit à petit jusqu'à retomber sur la version de CUDA 10.0. Car au final, on peut s'apercevoir que la version de CUDA 10.0 est environ 2 fois plus performante que la version de CUDA 11. Donc, j'ai recherché une raison à ce problème pendant pas mal de temps. J'ai rien trouvé à part que il y a de nombreuses personnes qui constatent la même chose et qu'il n'y a pas d'explication de la part d'NVIDIA. Donc, voilà, faut quand même le prendre en compte que c'est assez dépendant des libs installés. Et donc, pour la suite des opérations, j'ai décidé de rester sous CUDA 10 pour avoir les meilleurs résultats. Et comme je l'ai mis, la charge CPU sous TensorFlow est difficilement contrôlable, on va dire. TensorFlow va naturellement utiliser entre 65 et 75% du GPU pour l'inférence, peu importe les 2 GPU sur lesquels j'ai pu tester. Alors, un autre point important que j'ai pu constater durant mes tests, c'est l'influence du volume de données en entrée du CNN. Donc, comme on peut voir sur la capture juste en face, le temps d'exécution par CPU tend vers une constante lorsque le nombre de CPU en entrée est assez grand. Cependant, on peut voir qu'en dessous, 33 CPU par prédiction en un coup, du coup, le temps de transfert de données depuis la mémoire vers la mémoire partagée avec le GPU n'est plus négligeable et influe fortement sur le temps moyen de prédiction du CPU. Donc, il faut quand même s'assurer de fournir assez de données d'entrée pour chaque prédiction afin d'obtenir les performances optimales. J'ai réalisé un second test. Donc, au lieu de réaliser uniquement une prédiction pour un nombre de CPU données, j'en ai réalisé une centaine pour chaque quantité de CPU en entrée du CNN. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur la courbe qui est juste là. En fait, on retrouve exactement la même allure que tout à l'heure. Tout simplement, on peut repérer ces pics et les creux qui signifie que TensorFlow réalise une optimisation dans ses transferts mémoire. C'est-à-dire qu'une fois que un certain volume de données a été transféré en mémoire partagée ou en mémoire cache du GPU, si les nouvelles données n'ont pas été modifiées, c'est-à-dire que, par exemple, si je charge 24 CPU et que après je refais une prédiction sur ces mêmes 24 CPU, TensorFlow optimise automatiquement pour ne pas réaliser l'autre transfert. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir cette caractéristique-là. Donc ensuite, la dernière partie, c'était la mise en place de l'outil TensorRT.
Donc, TensorRT, c'est une plateforme de deep learning qui permet d'optimiser les réseaux de neurones, qui permet d'optimiser les modèles et d'améliorer les temps d'inférence. Donc, TensorRT, de manière générale, réalise plusieurs grosses transformations et optimisations qui viennent directement appliquer sur le graphe. Donc, par exemple, les couches avec des sorties non utilisées sont éliminées pour éviter des calculs inutiles. Lorsque c'est possible, il va essayer de fusionner des couches, par exemple les couches de convolution, de bias ou alors avec des activations. Il va les fusionner pour en faire qu'une seule couche qui sera traitée par un seul engine et qui sera optimisée pour aller au plus vite possible sur le GPU. Il faut également d'autres transformations, par exemple, il peut fusionner des couches de manière horizontalement afin d'améliorer encore une fois les performances. Il y a un paquet d'optimisations qui sont effectuées à ce niveau-là. Moi, pour ma part, j'ai utilisé TensorRT à un très haut niveau, on va dire, un très haut niveau d'abstraction. Mais c'est possible de venir modifier les paramètres de conversion du graphe pour obtenir des meilleurs résultats. Donc, lorsqu'on veut travailler avec TensorRT, on a trois méthodes différentes qu'on peut utiliser. Donc, la première, c'est utiliser l'intégration de TensorRT dans TensorFlow, qui s'appelle TF-RT, et qui est incluse dans TensorFlow à partir de la version 2.0. Donc, ça a l'avantage de pouvoir tester de manière bien plus rapide et bien plus simplifiée. Ensuite, on peut également utiliser le workflow TensorFlow ONX. Du coup, ONX, c'est un format de modèle intermédiaire. Et ensuite, venir importer ce format dans TensorRT pour exécuter directement avec le runtime TensorRT. Et la troisième option, qui est l'option la plus complète et sans aucun doute la plus performante, qui est de manuellement reconstruire le réseau de neurones et le réentraîner directement via l'API TensorRT en passant soit par Python, soit par C++, mais en utilisant directement l'API TensorRT. Donc moi, dans mon cas, je me suis penché que sur la première solution, euh, car c'est celle qui a fonctionné le plus rapidement, et du coup, j'ai d'abord étudié cette méthode-là. Euh, Voilà, donc là, c'est un petit schéma du workflow de comment vient se poser TensorRT dans on va dire, dans la prédiction du graphe. Donc au début, on part d'un modèle enregistré. On va venir charger ce modèle dans l'intégration de TensorRT. Ce modèle, on va le convertir avec certains paramètres de conversion. Notamment, on peut venir changer la précision des couches. On peut venir sélectionner le nombre d'engines TensorRT maximum. On peut venir choisir la quantité de mémoire GPU qu'on veut allouer à TensorRT, ce genre de choses. Après, ensuite, on build le graphe et on peut l'enregistrer. Et ce graphe, sous le format save model, on peut venir l'utiliser comme un graphe standard, hein, presque, il y a quelques différences, dans TensorFlow pour réaliser les prédictions. Donc là, du coup, je vous ai mis la table avec les nouveaux résultats que j'ai obtenus après intégration dans TF-TRT, du coup l'intégration de TensorRT. Donc, c'est les mêmes résultats que tout à l'heure. Tout simplement, ce qu'il faut regarder, c'est que j'ai testé TensorRT sous la version 11 de CUDA et sur la version 10 de CUDA. Encore une fois, on a quasiment un écart de x2 en performance pour des raisons qui sont assez obscures. Mais donc, au niveau des meilleures performances, sous la version de CUDA 10, j'ai testé avec deux précisions différentes, la précision floating point 32 et floating point 16, sachant que par défaut, c'est en FP32. Et on arrive à traiter un équivalent de 14,5 images par seconde, images Full HD par seconde, en floating point 32 et en floating point 16, on arrive à traiter 16,23 frames Full HD par seconde. Donc ça représente un gain 2,1 fois meilleur par rapport aux résultats qu'on pouvait obtenir au niveau de la cinquième ligne sous TensorFlow GPU en version 2.0.0, qui étaient les meilleurs résultats que j'avais avant. Donc c'est quand même un gain intéressant, sachant que il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire et qui auraient pu être très intéressantes. Déjà, dans un premier temps, et bien évidemment, c'est le profilage.
NVIDIA propose des outils pour profiler les noyaux CUDA de manière assez précise. Donc, il y a toute la gamme Nsight avec Nsight Systems, Nsight Compute, euh, que moi, j'ai pas réussi à mettre en place par manque de temps, on va dire. J'ai également essayé d'utiliser le profileur compris par défaut dans le CUDA Toolkit qui s'appelle NVProf. Sauf qu'a priori, mon GPU est trop récent. Donc, des fois, c'est pas évident de trouver les bonnes compatibilités au niveau des logiciels de NVIDIA. Et comme je disais, au niveau de TensorRT, il faudrait creuser plus, car après le profilage, on pourrait estimer quelles sont les opérations les plus coûteuses et pouvoir venir les redéfinir à la main, parce que dans TensorRT, c'est possible de venir sélectionner un engine TensorRT, du coup, qui va contenir par exemple une ou plusieurs couches, et de venir coder directement en CUDA les opérations afin de pouvoir les accélérer au maximum. Et enfin, la dernière chose intéressante que j'ai notée, c'est qu'en fait, les résultats sont pas si mauvais que ça sur CPU, même si on travaille sur un CNN. Ce qui est un peu étonnant, j'ai calculé que moi, dans mes conditions de test, si j'exploitais 22 cœurs CPU, j'obtiendrais des résultats équivalents à ceux que j'ai obtenus avec mon GPU sous TensorRT. Du coup, la voie du CPU n'est pas non plus à exclure, on va dire. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci pour la présentation. Ben, je peux commencer du coup, vu que je t'ai pas suivi Oui. cette fois-ci, j'ai des questions. Tu peux revenir slide 4 rapidement, s'il te plaît. Alors, tu nous dis que donc TensorFlow, il est censé utiliser tous les cœurs, mais que finalement, il utilise, alors tu as dit 20% des ressources de thread. Qu'est-ce que tu appelles 20% des ressources de thread? C'est 20% du temps CPU ou c'est autre chose? C'est 20% de la charge CPU. Du coup, D'accord. ouais, c'est ça. Donc en pratique, il n'utilise pas du tout, enfin 20%, t'as quoi? T'as 8 threads, en pratique, il en utilise vraiment un à plein temps. Enfin, Oui, c'est ça. donc en fait, il parallélise pas trop. D'accord, ok. Et ouais, et ça c'est peu réglable. Ça, c'est TensorFlow qui, avec un gros niveau d'abstraction, utilise uniquement 20% de chaque thread. Mais ça, c'est parce que c'est un petit réseau de neurones ou bien, enfin, est-ce que tu sais si avec un réseau de neurones plus gros, parce que enfin, normal, moi, dans mon esprit, un réseau de neurones, c'est quand même quelque chose qui est très consommateur en calcul et qui devrait pas avoir de mal à charger à 100% tous les cœurs. Est-ce que là, le fait que tu sois que à 20%, ça vient du fait que tu n'as qu'un seul, enfin, que c'est un petit réseau? Est-ce que tu as essayé finalement d'utiliser le même process avec un réseau de neurones plus gros pour voir si ça chargeait tous les cœurs à 100%? Alors, j'ai pas essayé avec un gros réseau. Moi, j'ai essayé que avec le réseau d'Alexandre. Mais a priori, ça devrait être le cas parce que sur ces performances-là, d'après ce que j'ai pu lire, les CPU avec TensorFlow, on peut les charger facilement à 80%. Du Ouais. coup, si là, il exploite naturellement que 20%, c'est que d'ailleurs, le réseau est relativement petit. C'est sûrement ce qui doit jouer. D'accord. Mais donc, non, j'ai pas testé avec un réseau plus grand pour voir. Ok. Et est-ce que tu peux forcer TensorFlow à n'utiliser qu'un seul cœur? Oui. Parce que du coup, ce serait intéressant de voir, pour être Ok. faire, on va dire, en comparaison avec FrugaliDeep, ce serait intéressant de voir quelle performance il a, parce que si ça se trouve, en fait, s'il utilise mal le multicœur, si ça se trouve, en fait, il se détériore ses propres performances en allant sur du multicœur. Et peut-être qu'en réduisant à 4 threads ou à 2 threads, finalement, peut-être qu'il réaugmenterait un petit peu ses performances avec TensorFlow. Ça pourrait être intéressant de le tester. Ok. Ouais, si, on peut forcer un seul cœur, mais je crois que c'est pas une coutume habituelle, on va dire, enfin, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai fait des recherches là-dessus il y a une semaine. Ouais, Et a priori, faut rentrer assez bas niveau dans la ligue pour forcer ça. d'accord. Mais j'avoue, ça vaudrait le coup d'essayer. Bah, je pense que si tu as le temps, ça peut se tenter, parce que Ouais, s'il perd du temps en synchro entre les cœurs, enfin, même si tout est géré avec les caches, etc., enfin, c'est probablement assez transparent, mais il peut peut-être perdre du temps en essayant d'utiliser plus de cœurs que nécessaire.
J'ai d'autres questions si personne n'en a, mais sinon je veux bien laisser la place. Allez, je vais sauter sur l'occasion. Sur la deuxième partie, lorsque tu faisais des évaluations de performance, Oui. tu as parlé que que c'était causé par la latence. Est-ce que tu as mesuré la charge du GPU dans ces cas-là ou pas? C'est-à-dire Lorsque tu as ton graphe en fonction du nombre de CU que tu envoies, que tu as oui, que tu as le temps d'exécution. Alors, ouais, j'ai mesuré la charge CPU. Comme je l'ai mis avant, elle était toujours comprise entre 65 et 75% dans mon cas à moi. Mais surtout, ce que j'ai repéré, je me permets de reprendre mes notes, c'est que plutôt dans ce cas-ci, au niveau des pics, la charge CPU est bien plus importante qu'en régime stable après. Bah, j'ai noté qu'on avait 70% lors du premier transfert et qu'après on descendait à 50%. Donc, je ne sais pas si c'est significatif ou pas, mais Juste au cas où je suis peut-être mal exprimé, c'était la charge GPU dont tu parles ou la charge CPU? la charge GPU. GPU, pardon, j'ai entendu CPU, alors j'étais en train de Pardon, m'embrouiller. excuse-moi. Non, je parle de la charge GPU. Ok, d'accord, parce que c'est vrai qu'en fait, si tu envoies que très peu de CPU, moi j'ai même du mal à voir comment il arrive à occuper un GPU avec si peu de données. Oui, oui, oui. Ça me paraît assez presque surprenant en fait. Alors sur ce graphe-là, c'est peut-être des effets de bord par rapport à la taille des CTU, mais sur le graphe là où il y a juste un CTU, tu vas occuper quelques cœurs, quoi. Ouais, mais je pense aussi que le monitoring que j'ai utilisé n'est pas du tout assez précis parce qu'en fait, je suis passé par les infos retournées par le driver pour monitorer les infos du GPU. Et je suis pas sûr que soit les plus précises. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée, mais je suis pas sûr qu'à un instant donné, c'est soit une info qui soit très précise. D'accord. Ok. Et aussi une petite remarque par rapport à la fin que ça serait à vérifier. Lorsque tu parles de passer de 1 CPU à 22 CPU que tu Oui, monterais en charge, il y a une chance non négligeable que tu te prennes le mur de la mémoire en milieu qui fera que tu ne vas pas du tout passer à l'échelle. Le passage à l'échelle linéaire serait magique et c'est rarement magique. Donc, ce sera à vérifier. Ce serait beau si ça marchait, mais il y a des ouais, chances que le GPU qui a des super mémoires arrive justement à scaler là où le CPU va rapidement saturer en fait. c'est vrai, ouais, c'était dans un cas idéal, mais bien sûr, C'est ouais, peut-être possible que ce soit déjà le cas d'ailleurs sur tes CPU qui saturent à 20%. C'est peut-être parce que ton CNN est trop petit et qu'il est déjà en train de saturer au niveau de la mémoire. C'est une hypothèse, je sais pas, je ne l'ai pas mesuré, ok. mais c'est peut-être déjà le cas lorsque tu es sur du multi-CPU. Ok, merci. Merci à vous. Question. Alors, moi, j'ai une petite question. Alors, merci Oui. Owen pour ta présentation. C'est quand tu as montré tes résultats avec TensorRT ou avec du flottant 32 bits, tu obtenais 14 FPS. Donc tu as un gain par rapport à TensorFlow. Ce gain-là, c'est lié à l'effusion de... Alors, qu'est-ce qu'il utilise pour pouvoir obtenir ce gain? Parce que là, il joue pas sur la précision, c'est les fusions de couches qui permettent de Ouais, faire ça. c'est principalement les fusions de couches. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais du coup, ils fusionnent les couches de convolution avec les fonctions d'activation, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec deux couches en une seule, et il reste plus que les poolings entre les deux. Et ça, a priori, c'est ce qui fait la différence au niveau du temps d'exécution. Mais encore une fois, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à avoir une vue plus intérieure pour vraiment voir quelles sont les optimisations qui ont été faites. Hmm. Je ne sais pas si c'est visualisable ou si c'est facilement visualisable, mais en tout cas, je pense pas parce que j'ai pas trouvé. Ouais, parce qu'après, là, tu rentres dans assez bas dans le fonctionnement du GPU, quoi. Je pense que ça permet d'éviter, la fusion des couches permet d'éviter des transferts mémoire vers la mémoire cache interne du GPU, quoi. Ok, bah, merci pour tes Merci. précisions.
Et du coup, je rebondis, j'avais une petite question sur cette slide-là. Du coup, là, les optimisations de TensorRT, celles qui ont été faites, elles altèrent le résultat du CNN ou pas du tout? Alors, les optimisations en floating point 32, après, voilà, j'ai vérifié dans mes conditions, j'ai vérifié sur 100 CPU et j'ai calculé les écarts sur les sorties. Donc, en FP32, j'ai aucun écart. Par contre, en FP16, j'ai noté un écart de 0,32% sur les probabilités. Donc, je ne sais pas à partir de quand est-ce que je peux considérer que ça devient négligeable ou pas. Ça faudrait plutôt que je vois avec Alexandre. Mais donc oui, en baissant la précision, il y a un écart qui se crée et surtout, on pourrait gagner beaucoup si on passait en int 8. Sauf que là, ça nécessiterait de recalibrer le réseau. TensorRT prévoit cette option en fournissant des données de calibration pour recalibrer le réseau. Et ça pourrait être intéressant. On a déjà parlé avec Alexandre. Faudrait voir si on ne dégrade pas trop les résultats du CNN en allant le booster, quoi. Ok, bon, c'était ma question, merci. Et du coup, passer en int 8, ce serait, au lieu d'avoir les sorties, le vecteur de sortie du CNN, ce serait plus des floating point 32, mais des sentiers, c'est ça? Du coup, tout sera en entier. Donc, les poids seraient en entier, les sorties en entier. Oui, ok. Ok. Non, du coup, je réfléchissais avec moi à l'utilisation que j'en fais. Mais au final, je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Après, en fait, le réseau, pour chaque sortie du réseau, c'est une probabilité. On va dire entre 0 et 100%, quoi. Donc, être sur 8 bits, ça peut être envisageable. Donc, après, il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas une dégradation de la qualité qui est trop forte. Mais, Donc, ça dépend de la précision qu'il a besoin sur la classification après aussi. Et du coup, j'avais une question un peu basique aussi. C'est les temps que tu affiches, c'est juste la traversée du réseau ou c'est Ouais. le réseau intégré dans VVC? Ok, alors. Ok. Non, c'est dans le réseau intégré dans le VTM, tu veux dire? Ouais. Non, moi, pas du tout. Moi, j'ai fait les tests à côté. Et donc là, faut bien considérer que tous les temps, là, c'est les temps idéaux, c'est-à-dire en considérant que la prédiction sans considérer les traitements amont et les traitements en aval. Là, je considère que la prédiction. Donc, il y a le transfert mémoire depuis la mémoire vers la mémoire partagée et les caches du GPU et le temps de prédiction. Donc ça, c'est en considérant qu'on aurait réussi à pipeliner et que vraiment, on voudrait voir jusqu'à quand, de combien est-ce qu'on peut réduire le temps du CNN, si le CNN est l'élément bloquant en termes de temps d'exécution. Parce que moi, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais du coup, pour le rapport Innover OS Switch, j'avais fait les temps, en gros, le temps d'exécution du TPG. Et Alexandre m'avait donné ces temps, mais ces temps, c'était du 30 millisecondes, je crois, qu'il parlait pour son TPG. Et du coup, moi, j'étais sur une dizaine de microsecondes, et du coup, je considérais que c'était quand même mieux. Mais du coup, Non, t'as dit que tu étais sur une dizaine de microsecondes ou de millisecondes? microsecondes, mais pour les TPG, pas pour les CNN. Mais du coup, le temps qu'il m'avait donné, c'était 30 microsecondes, 30 millisecondes en moyenne pour son CNN. Mais du coup, c'est pas le cas après optimisation. Je sais pas, en fait. En fait, je sais pas comment il les a comptés, ces 30 millisecondes, parce qu'encore une fois, moi, je compte juste le temps de prédiction du CNN. alors, Peut-être que lui, il considérait l'encapsulation qu'il y a autour. Ah oui, c'est ouais, peut-être et possible. en plus, il était, il utilisait FrugaliDeep Ah oui, ah, d'accord, il bossait et il sur était sur CPU. CPU. Hein. Donc, Ah oui, parce que lui, Oui, dans le ouais. VTM, il utilise FreeBSD, donc il bosse sur CPU. Ouais, remarque, moi aussi, je suis sur CPU aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Mm. pas trop comparable. Sur CPU, moi, j'avais ça comme résultat. Avec Frugality Buco aussi. Ouais, ok. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce qu'Alexandre, est-ce qu'il utilise les derniers jeux d'instruction et quelle optimisation il a choisi? Mm. Ce serait à voir avec lui. Puis ça dépend de la taille des CPU aussi. Voilà, c'est ça. Moi j'ai travaillé que sur du 68 par 68. Ouais, moi, il me donnait du 32. Du coup, ça doit être sans optimisation. Ouais. Les temps qu'il m'avait donné, c'était le Du coup, 30. ça doit être par défaut sans opti, ouais. Ok. J'imagine. Ok. Du coup, ça colle. Ouais. Ok, merci.